L'Asie s'est profondément transformée en un seul siècle, passant d'une région morcelée par les empires coloniaux à la puissance motrice du monde multipolaire émergent d'aujourd'hui. Entre l'OCS, l'ASEAN et tant d'autres piliers essentiels du nouvel ordre mondial, une grande partie de celui-ci est désormais ancrée ici même, en Asie. Pour discuter du succès remarquable du continent et de son avenir, je reçois aujourd'hui le diplomate et universitaire singapourien prolifique, le Dr Kishore Mahbubani, auteur de Has China Won, The Asian 21st Century et Living the Asian Century. Dr Mahbubani, bienvenue, avec plaisir. Au fait, vous pouvez m'appeler ambassadeur ou professeur, mais je ne suis pas docteur. Je suis désolé, Nizouim. J'ai eu ça. Mazlou. C'est bon. En fait, tout va free. Ambassadeur Mahbubani, c'est très agréable, car vous avez en effet servi 2 fois comme ambassadeur de Singapour auprès des Nations Unies. Oui. Alors, pouvez-vous me dire, partagez-vous mon analyse selon laquelle l'Asie va réellement devenir l'un des nouveaux centres de ce monde multipolaire? Non, l'Asie ne va pas simplement devenir un centre. Elle va devenir le centre. Et bien sûr, au sein même de l'Asie, il y aura plusieurs pôles d'ailleurs. L'Asie elle-même sera multipolaire, et pas seulement une partie d'un monde multipolaire. Et certainement, vous savez, le point essentiel que je souligne dans mes écrits, c'est que les 200 ans de domination occidentale dans l'histoire du monde ont été une aberration. Car de l'an 1 jusqu'en 1820, les 2 plus grandes économies du monde ont toujours été la Chine et l'Inde. Ce n'est donc que durant les 200 dernières années que l'Europe a décollé et que l'Amérique du Nord a décollé. Mais cette domination occidentale a toujours été une aberration. Elle a pris fin et elle se termine très rapidement. Et je donne toujours une statistique pour illustrer cela. Si vous comparez l'économie combinée de l'Union européenne avec celle de la Chine en l'an 2000, l'économie de l'UELIM était 8 fois plus grande que celle de la Chine. Très bien. Aujourd'hui, elles sont à peu près de la même taille. Oui. Et d'ici 2050, l'Europe aura une économie 2 fois plus petite que celle de la Chine. Et vous savez, pour les Européens, il faut comprendre que lorsque vous passez d'une économie 8 fois plus grande que celle de la Chine à une économie 2 fois plus petite en 50 ans, vous devez apprendre à traiter la Chine avec plus de respect, au lieu de faire ces remarques condescendantes que les dirigeants européens continuent de tenir à propos de la Chine, ce qui est tout simplement insensé. C'est vrai. D'une certaine manière, cela ne quitte jamais vraiment l'esprit européen. Ils continuent de croire que tout tourne autour d'eux. Mais désormais, la réalité les rattrape très vite. L'un de nos collègues, Glenn Diesen, a avancé cet argument dans un livre. L'Europe doit revenir à l'idée qu'elle n'est en réalité que la péninsule occidentale de l'Eurasie. Pensez-vous que ce type de réintégration de l'Europe à l'Asie devra se produire tôt ou tard? Certainement. Je pense qu'il est important que les Européens comprennent que, si l'on regarde objectivement le monde d'aujourd'hui, l'Europe représente le passé. Je veux dire, elle représente d'ailleurs un passé magnifique. Et donc, je crois réellement que l'Europe va devenir d'une certaine manière un très beau musée pour le monde. Les États-Unis d'Amérique représentent le présent, mais l'Asie représente l'avenir. C'est de là que viendra toute la croissance future. Il vaut mieux que les Européens s'adaptent à ce changement à l'avance, plutôt que de le résister. Et bien sûr, accepter cela signifie qu'il faut faire de réelles concessions, par exemple dans des institutions comme le FMI et la Banque mondiale, et ne pas insister pour que la part de vote européenne reste encore disproportionnellement élevée. Qu'est-ce qui, selon vous, empêche cet ordre de changer pacifiquement?
Parce qu'en ce moment, nous voyons beaucoup de violence. Nous assistons à un génocide à Gaza, à la guerre en Ukraine et aux États-Unis qui se préparent à entrer en guerre avec le Venezuela. À votre avis, qu'est-ce qui rend cette période si violente? Eh bien, je dirais que, dans l'ensemble, la guerre en Ukraine est sans aucun doute une tragédie et l'invasion russe de l'Ukraine est illégale. Elle doit être condamnée. Mais en même temps, c'est une guerre qui aurait pu être évitée si les Européens avaient fait preuve d'un minimum de compétences géopolitiques. L'incompétence géopolitique européenne est également responsable de cette guerre, car ils ont complètement ignoré certaines préoccupations de sécurité réelles et légitimes de la Russie dans la période qui l'a précédée. Et bien sûr, la guerre à Gaza est une tragédie, et une guerre au Venezuela en serait une aussi. Mais si l'on regarde l'Asie, ce qui est frappant, c'est que la Chine a réussi à faire croître son économie de manière spectaculaire, comme je viens de le mentionner, pour atteindre la taille de l'Union européenne, alors qu'elle n'en représentait qu'un huitième en l'an 2000. La Chine a accompli cette ascension pacifiquement. Et normalement, lorsque de grandes puissances émergent, cela ne se fait jamais pacifiquement. Je veux dire, Graham Allison, dans son livre Destined for War, a dit que les Américains ne devraient pas souhaiter que la Chine soit comme l'Amérique. Car lorsque l'Amérique est devenue une grande puissance dans les années 1890, ce fut très violent. Elle a déclaré la guerre à l'Espagne, conquis les Philippines et soumis certains de ses voisins. Donc, clairement, l'émergence pacifique de la Chine a été un cadeau pour le monde. C'est pourquoi l'Occident devrait apprécier cela et accepter le fait que l'ascension de la Chine a été pacifique, au lieu d'essayer de la contrecarrer et de créer ainsi beaucoup de problèmes pour le monde. D'après votre expérience de diplomate ayant beaucoup interagi avec les Européens et les Américains, l'Occident en général, pensez-vous qu'ils en soient capables? Pensez-vous qu'ils puissent dépasser leurs propres limites et dire réellement « D'accord, très bien, cette fois, nous allons essayer d'aborder les autres sur un pied d'égalité ». Oui, désolé. Pensez-vous que l'Occident soit enfin capable de comprendre qu'il doit aborder les autres sur un pied d'égalité, au lieu de les réprimander sans cesse pour toutes sortes de choses prétendues? Eh bien, je dirais que les personnes les plus réfléchies en Occident comprennent que le monde a changé et que l'Occident doit cesser de parler de haut aux Asiatiques, par exemple, n'est-ce pas? Mais beaucoup de dirigeants ne peuvent pas l'admettre, vous savez. Vous vous souvenez que le président Joe Biden a déclaré célèbrement que les Chinois avaient pour objectif de devenir la première puissance mondiale. Mais il a ajouté « Cela n'arrivera pas pendant mon mandat ». Aucun président américain ne veut être le président des États-Unis au moment où le pays devient la deuxième puissance mondiale. Cela montre donc un certain manque de réalisme, car à un moment donné, je ne sais pas quand, l'économie chinoise deviendra la plus grande du monde. Et il vaut mieux s'y préparer à l'avance et l'accepter, plutôt que de continuer à le nier. Plus tôt, par exemple, j'ai mentionné les parts de vote au FMI. Même si l'UEM et la Chine sont à peu près de la même taille, chacune représentant environ 17 à 18% du PNB mondial, la part de vote de l'UEM au FMI est de 27%, tandis que celle de la Chine est de 6%. En théorie, les parts de vote au FMI sont censées refléter la part de chaque pays dans le PNB mondial. L'UEM devrait donc réduire sa part de vote de 27% à 17%, et la Chine devrait augmenter la sienne de 6% à 17%. On aurait alors des parts de vote qui reflètent le monde d'aujourd'hui et non celui d'hier. C'est un exemple concret de la manière dont les Européens refusent d'accepter le fait que l'Asie s'est imposée et qu'ils pourraient s'adapter et évoluer.
Penses-tu qu'il soit plus réaliste d'essayer d'inciter l'Occident à réellement adapter ses institutions, ou est-il plus logique d'en créer de nouvelles? Parce qu'il me semble que, surtout au sein des BRICS, l'idée actuelle est « construisons la nouvelle infrastructure ». Et si l'Occident veut un jour nous rejoindre, peut-être plus tard, il le pourra. Mais avançons dès maintenant. Eh bien, je pense que la plupart des États asiatiques, de manière surprenante, sont en réalité satisfaits de vivre avec l'ordre mondial actuel, créé par l'Occident en 1945, à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Si l'on regarde toutes les grandes institutions mondiales, les Nations Unies, la famille d'institutions onusiennes comme l'Organisation mondiale de la santé, l'Organisation mondiale du commerce, le FMI, la Banque mondiale, et ainsi de suite, elles ont toutes été créées par l'Occident à l'apogée de sa puissance, à la fin de la Seconde Guerre mondiale. En théorie, avec la montée de l'Asie, celle-ci pourrait dire « Eh, nous ne voulons pas de ces institutions occidentales, nous voulons créer les nôtres ». Mais en réalité, les Asiatiques souhaitent conserver ces institutions. Bien sûr, ces institutions doivent toutefois s'adapter et accepter le retour de l'Asie. Ainsi, par exemple, au sein de l'ONU, il y a le Conseil de sécurité. En théorie, il compte 15 membres, mais en pratique, comme Singapour l'a découvert lorsque nous siégions au Conseil en 2001 et 2002, il y a en réalité 5 membres qui le contrôlent, les P5, les États-Unis, la Russie, la Chine, le Royaume-Uni et la France. Les 10 membres élus sont essentiellement des observateurs. Le Conseil est contrôlé par les 5. Mais, vous savez, ce n'est pas forcément une mauvaise chose d'avoir 5 membres permanents dotés d'un droit de veto. L'essentiel, c'est qu'il faut représenter les grandes puissances d'aujourd'hui, pas celles d'hier. C'est à cela que le Conseil de sécurité a été conçu. Alors, par exemple, prenons le Royaume-Uni, d'accord? Je veux dire, je vais comparer le Royaume-Uni à l'Inde. D'accord? La raison pour laquelle je les compare, c'est qu'il y a 100 ans, les Britanniques pouvaient gouverner l'Inde sans difficulté. C'est stupéfiant qu'environ 100 000 Anglais aient pu dominer 300 millions d'Indiens. Incroyable, non? Ce monde-là, bien sûr, ne reviendra jamais. Mais aussi récemment, qu'en l'an 2000, l'économie britannique était 3,5 fois plus grande que l'économie indienne. Aujourd'hui, bien sûr, l'économie indienne est plus importante. Et d'ici 2050, l'économie indienne sera environ 4 fois plus grande que l'économie britannique. Quand ce jour viendra, il sera absurde que le Royaume-Uni soit membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU et que l'Inde ne le soit pas. Donc, si les Britanniques veulent faire preuve de grâce à ce sujet, ils devraient dire « Très bien, l'Inde est désormais un pays bien plus puissant que nous. » Les Britanniques devraient, avec élégance, renoncer à leur siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU au profit de l'Inde. Vous savez, lorsque j'ai écrit cet article pour le Financial Times, je pensais qu'ils ne le publieraient pas. À ma grande surprise, ils l'ont fait. Je pense donc que les Britanniques, les plus réfléchis, comprennent qu'il est temps pour eux de céder leur siège au Conseil de sécurité de l'ONU à l'Inde. Mais c'est ce genre de choses. Ce sont les types de changements qu'il faut entreprendre pour conserver l'institution de l'ONU tout en modifiant la composition. Mais pour cela, les Britanniques devraient le faire volontairement, et les 4 autres membres du Conseil de sécurité devraient également l'accepter, car les États-Unis pourraient y opposer leur veto. La France pourrait y opposer son veto si elle disait « Non, vous ne quittez pas le club ». Est-il réaliste de croire que ces puissances en déclin ont la capacité de dire réellement « Très bien, pour le bien commun, nous devons nous priver de notre pouvoir et en donner à d'autres ». Ce n'est pas quelque chose que l'on voit souvent en politique internationale, n'est-ce pas? Oui, tu as raison.
La France pourrait opposer son veto, et les États-Unis aussi. Tu as raison. Mais en même temps, ils doivent aussi comprendre que le défi pour le Conseil de sécurité de l'ONU, le danger pour le Conseil de sécurité de l'ONU, c'est qu'il pourrait conserver sa composition actuelle, mais perdre sa crédibilité. Plus personne ne les écouterait. Les gens diraient « Qui êtes-vous? Qui représentez-vous? Pourquoi les Britanniques devraient-ils encore siéger au Conseil ?» Donc, pour préserver sa crédibilité, il doit changer sa composition. C'est le dilemme auquel les membres actuels du P5 sont confrontés. Garder la composition et perdre leur crédibilité, ou changer la composition et conserver leur crédibilité. Ce que j'ai fait dans mon livre, La Grande Convergence, c'est proposer une formule complète pour réformer le Conseil de sécurité de l'ONU. Je l'appelle la formule 777. Ainsi, il y aurait 7 membres permanents au Conseil de sécurité de l'ONU. Ces 7 seraient bien sûr les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Union européenne avec un siège commun, puis comme nouveaux membres, l'Inde, le Brésil, et pour l'Afrique, soit l'Afrique du Sud, soit le Nigeria. Donc, 7 membres permanents. Ensuite, il y aurait 7 membres semi-permanents, car vous savez, pour chaque nouveau membre qui souhaite entrer, il y a toujours un voisin qui dit « Pourquoi pas moi ?» Quand le Brésil veut entrer, l'Argentine dit « Pourquoi pas moi ?» Quand l'Inde veut entrer, le Pakistan dit « Pourquoi pas moi ?» Ainsi, pour chaque membre qui veut rejoindre, il y a un voisin qui dit « Pourquoi pas moi ?» Les pays qui disent « Pourquoi pas moi ?» peuvent devenir des membres semi-permanents du Conseil de sécurité, en alternance tous les 8 ans avant d'y revenir. Ainsi, ils obtiennent eux aussi quelque chose. Ils en tirent également profit. Et ensuite, il y a 7 membres élus. Je pense donc qu'une formule du type 777 peut fonctionner. En fait, le Quincy Institute à Washington, D.C. essaie d'adapter ma formule et de la proposer comme moyen de réformer le Conseil de sécurité de l'ONU. Pour que cela soit adopté, il faudrait modifier la Charte des Nations Unies, n'est-ce pas? Et cela devrait passer par l'Assemblée générale et le Conseil de sécurité. Donc pour l'Assemblée générale, faudrait-il simplement une majorité simple ou davantage? Je pense qu'il faudrait probablement une majorité des 2 tiers. Mais si vous avez une formule qui crée beaucoup de gagnants, cela change la donne. Vous voyez, en ce moment, les formules actuelles créent des perdants, pas des gagnants, pour beaucoup de pays. Mais la formule que j'ai proposée crée environ 30 à 40 gagnants. Et donc, ces gagnants ont intérêt à voter pour elle. Comment le vendre à ceux qui devraient accepter de réduire leur pouvoir relatif? En fait, vous savez quoi? Pour les petits États, c'est mieux pour eux s'ils n'ont pas à rivaliser avec les puissances moyennes au Conseil de sécurité de l'ONU. Parce que si vous regardez attentivement l'histoire du Conseil, certaines puissances moyennes, comme le Brésil par exemple, reviennent tous les 8 ou 10 ans. Vous voyez. Et alors, les petits États n'ont aucune chance d'être élus. Ils doivent se présenter contre les Brésil, les Indes, les Japon et tout ça. Mais selon ma formule, les puissances moyennes sont dans une catégorie distincte. Ainsi, les petits États rivaliseront entre eux et ils auront plus de possibilités de participer. Vous voyez. Il y aura donc plus de place. Et si vous regardez bien, il y aura plus d'occasions pour les petits États d'être élus selon ma formule. Il ne fait aucun doute que l'ONU a besoin de réformes. Votre proposition serait une bonne idée. La question centrale est de savoir comment y parvenir, comment la faire adopter. Et je me demande si l'ASEAN aussi, je veux dire, puisque Singapour en fait partie, n'a pas également des leçons à offrir sur la manière dont un monde multipolaire peut être structuré, où il ne s'agit pas seulement de décisions imposées d'en haut, mais plutôt d'un modèle fondé sur le consensus. Qu'en pensez-vous?
Eh bien, je pense que l'ASEAN est définitivement un modèle pour le monde. Parce que, je veux dire, nous n'avons pas encore abordé certains des autres changements qui se produisent dans le monde. Et je dis toujours que le nouveau monde qui arrive est ce que j'appelle un monde 3M, vous savez. Les 3M signifient qu'il sera multicivilisationnel, multipolaire et multilatéral. Et la raison pour laquelle le monde doit étudier l'ASEAN, c'est que l'ASEAN multicivilisationnel le plus réussi au monde. En fait, aucune autre région n'est aussi diversifiée que l'Asie du Sud-Est. En effet, vous savez, parmi les quelques 700 millions d'habitants de l'Asie du Sud-Est, on compte environ 250 millions de musulmans, 150 millions de chrétiens, 150 millions de bouddhistes, Mahayana et Hinayana, ainsi que des taoïstes, des confucianistes, des hindous et même un certain nombre de communistes. C'est donc, de loin, la région la plus diversifiée de la planète. Pourtant, elle a su se préserver comme une oasis de paix et de prospérité. Ce que l'ASEAN a accompli, c'est offrir au monde un laboratoire multicivilisationnel, démontrant comment différentes civilisations peuvent coexister pacifiquement. Et c'est de cela que le 21e siècle sera fait, car la civilisation occidentale doit apprendre à vivre en paix avec une civilisation chinoise plus forte, une civilisation indienne plus forte et une civilisation islamique plus forte. La raison pour laquelle l'ASEAN est la seule à pouvoir offrir un modèle, c'est que, si l'on regarde l'Union européenne, par exemple, elle existe depuis bien plus longtemps que l'ASEAN, mais elle reste essentiellement un club chrétien. Et, vous savez, la Turquie a demandé à y adhérer depuis, je ne sais pas, 30 ou 40 ans maintenant. Le fait que l'Union européenne ne puisse même pas admettre un seul membre islamique montre qu'elle ne se prépare pas psychologiquement à un monde multicivilisationnel. Mais l'ASEAN montre au monde comment vivre dans un monde multicivilisationnel. Une autre chose que l'Occident semble réticent à abandonner, c'est cette habitude de penser en noir et blanc, amis ou ennemis, alliés ou adversaires. Mais l'ASEAN et l'Asie en général ne suivent pas cette voie. Le reste du monde ne tend pas à former toujours plus d'alliances. Comment voyez-vous la structure de sécurité, concrètement? Que pouvons-nous apprendre de la manière dont l'Asie a organisé sa structure de sécurité? Eh bien, une chose que l'on remarque, c'est que relativement parlant, en Asie, les grandes puissances ne construisent pas de structure d'alliance. La Chine ne construit pas de structure d'alliance. L'Inde ne construit pas de structure d'alliance. L'Indonésie ne construit pas de structure d'alliance. Bien sûr, certains États asiatiques sont alliés de l'Occident, je veux dire le Japon, la Corée du Sud, les Philippines, la Thaïlande. Mais en même temps, ils sont aussi pragmatiques. Même s'ils sont alliés des États-Unis, ils maintiennent de bonnes relations avec la Chine. Bien que, comme vous le savez, en ce moment, le Japon et la Chine semblent traverser une période très difficile, mais ils ont déjà connu des périodes difficiles par le passé et s'en sont sortis. Donc j'espère qu'ils surmonteront aussi cette période difficile. Mais l'idée de créer des alliances exclusives ne fait pas partie de la tradition asiatique, car nous sommes beaucoup plus inclusifs. Nous disons que nous préférons avoir des personnes différentes de nous dans le même club, parce que nous devons vivre avec des gens qui ne nous ressemblent pas, et pas seulement avec ceux qui nous sont similaires. Ainsi, au sein de l'ASEAN, par exemple, dans le système occidental, il faut être une démocratie avant de pouvoir rejoindre une alliance occidentale, n'est-ce pas? Mais, vous savez, certains États de l'ASEAN sont des démocraties, d'autres ne le sont pas. Nous disons, très bien, vous choisissez votre système politique. Nous ne portons pas de jugement à ce sujet. Nous vous acceptons tel que vous êtes, et nous vivrons avec vous. Et cette acceptation de la diversité est un grand atout de l'Asie.
plutôt que la tradition occidentale de créer des alliances entre partenaires partageant les mêmes idées. Pensez-vous que la pression sur l'Asie du Sud-Est et d'autres régions va s'intensifier pour établir des liens de sécurité plus équilibrés? Autrement dit, pour ne pas mettre tous leurs œufs dans le même panier. Singapour semble particulièrement prise dans cette tension. Faisons-nous partie intégrante du système d'alliance des États-Unis ou non? À mon avis, la pression augmentera pour que les pays adoptent une position plus neutre, dans le sens d'avoir davantage de partenaires. Quelle est votre opinion? Eh bien, je pense que dans le cas de la plupart des pays asiatiques, par exemple, il n'y a aucun doute. Vous savez, mon livre « La Chine a-t-elle gagné ?» que vous avez mentionné, tente d'expliquer pourquoi la rivalité entre les États-Unis et la Chine va certainement s'intensifier au cours des 10 à 20 prochaines années. C'est normal, car la première puissance mondiale n'abandonnera jamais sa position avec grâce. Elle cherchera toujours à freiner la puissance montante numéro 1. Ainsi, le fait que les États-Unis cherchent à contenir la Chine est un comportement logique et prévisible pour toute puissance dominante. Nous ne devrions pas en être surpris. Mais ce qui est intéressant, c'est que, contrairement à la guerre froide, lorsque les États-Unis ont réussi à rallier de nombreux alliés, à la fois parmi les pays européens avancés et parmi les pays en développement, à cette époque, des pays comme l'Indonésie, le Pakistan, l'Égypte, et dans une certaine mesure même la Chine, étaient des alliés des États-Unis. Mais cette fois-ci, dans la compétition entre les États-Unis et la Chine, presque tous les grands pays du monde, en particulier ceux du Sud global, ont déclaré « Nous ne prendrons pas parti. Nous voulons être amis avec les États-Unis d'Amérique. Nous voulons être amis avec la Chine. » Et je pense que c'est la tendance. C'est la tendance. Certainement parmi les 11 pays de l'ASEAN, leur position est très claire. Ils veulent être amis avec les États-Unis, ils veulent être amis avec la Chine, et ils ne veulent pas prendre parti. Cela reflète, de manière générale, la position des pays du Sud global également. Il y a une vidéo très révélatrice, à mon sens, du ministre des Affaires étrangères de l'Inde, M. Jaishankar, lors d'une interview il y a environ 1 an et demi ou 2 ans. Le journaliste des médias occidentaux l'a vraiment pressé. Quand les choses se compliqueront, serez-vous avec l'Occident ou avec la Chine? Serez-vous avec l'Occident ou avec la Chine? Il semble que l'Occident ne comprenne pas qu'on puisse entretenir des relations amicales ou non alignées avec plusieurs parties. Le constatez-vous aussi? Oui, certainement. Et l'Inde émergera comme un pôle fort et indépendant dans un monde multipolaire. Vous savez, je vous ai déjà donné l'exemple de la rapidité avec laquelle l'économie indienne croît par rapport à l'économie britannique. Et dans le cas de l'Inde, c'est déjà la 5e économie mondiale. Et très bientôt, d'ici 4 à 5 ans, elle deviendra la 3e économie mondiale. Donc clairement, dans 10 ans, les États-Unis et la Chine occuperont les premières et deuxièmes positions, et l'Inde sera en 3e position. Il n'y a donc aucune raison pour que l'Inde s'aligne sur les États-Unis ou sur la Chine, car elle est suffisamment grande et forte pour être un 3e pôle indépendant. Et franchement, le reste du monde sera heureux de voir l'Inde comme un 3e pôle indépendant. Car si ce 3e pôle indépendant ne prend pas parti, il offre une couverture politique à d'autres pays pour ne pas prendre parti non plus dans cette rivalité entre les États-Unis et la Chine. Une question très concrète. Pensez-vous qu'il soit temps de commencer à réformer cette partie très ancienne du droit international, le droit de la neutralité, afin de l'adapter à cette idée moderne d'être multi-aligné? Eh bien, je ne pense pas qu'ils seront nécessairement neutres, vous savez. À mon avis, le mot non aligné
reste beaucoup plus précis, car sur certaines questions, il est clair que des pays travailleront en étroite collaboration avec les États-Unis, par exemple, puisque les États-Unis demeurent un pays de premier plan dans de nombreux domaines et que le monde devra encore coopérer avec eux. Et dans d'autres domaines, ils travailleront étroitement avec la Chine, n'est-ce pas? Donc, ils ne sont pas nécessairement neutres, ils sont non alignés et disposés à travailler avec tout le monde. Ce qui est intéressant, c'est que le non-alignement n'a jamais été codifié en droit international, du moins pas de manière comparable à la codification de la neutralité. Pensez-vous que l'ONU devrait travailler sur des principes et des normes de non-alignement afin de les rendre plus utiles? Eh bien, je pense que ce qui est plus important, c'est que les États montrent leur position à travers leur comportement, n'est-ce pas? Le comportement est une indication bien plus forte. Par exemple, les États européens, ils auraient pu choisir d'être un pôle indépendant. Dans la compétition géopolitique entre les États-Unis et la Chine, ils auraient pu choisir d'être amis avec les États-Unis et amis avec la Chine, n'est-ce pas? Et ce serait une chose sensée à faire pour l'Europe, car à bien des égards, à long terme, le plus grand défi pour l'Europe ne viendra pas de la Russie, n'est-ce pas? Les chars russes n'envahiront plus l'Allemagne ni la France. En réalité, le plus grand défi pour l'Europe viendra de l'explosion démographique en Afrique, n'est-ce pas? Vous savez, en 1950, la population de l'Europe était 2 fois supérieure à celle de l'Afrique. Aujourd'hui, la population africaine est 2,5 fois plus importante que celle de l'Europe, et d'ici 2100, la population africaine pourrait être 10 fois plus élevée que celle de l'Europe. L'Europe a donc un intérêt vital dans le développement économique de l'Afrique. Chaque dollar investi en Afrique est un cadeau pour l'Europe, car il crée des emplois permettant aux Africains de rester en Afrique. Ainsi, lorsque la Chine est aujourd'hui le plus grand investisseur en Afrique, lorsque la Chine investit en Afrique, l'Europe devrait envoyer une note de remerciement à la Chine et dire « Merci d'investir en Afrique, car vous créez des emplois en Afrique. » Mais au lieu de remercier la Chine pour ses investissements en Afrique, les Européens ont démontré leur incompétence géopolitique en la sanctionnant, en la critiquant pour ses investissements là-bas. C'est un exemple classique de se tirer une balle dans le pied en critiquant la Chine. Quand j'écoute des dirigeants européens comme Ursula von der Leyen, Kaja Kallas ou Annalena Baerbock, l'ancienne ministre des Affaires étrangères d'Allemagne, je constate qu'ils ne prennent pas de recul pour effectuer un calcul rationnel, pragmatique et stratégique à long terme sur les intérêts de l'Europe et sur ce que l'Europe devrait faire pour se protéger. Donc, en réalité, je suis d'une certaine manière le meilleur ami que l'Europe puisse avoir, parce que j'essaie de dire aux Européens, regardez d'abord vos propres intérêts. Et vos propres intérêts dictent que vous ne devriez pas nécessairement prendre le parti des États-Unis contre la Chine. Car vos intérêts, la géopolitique, sont la combinaison de 2 mots, géographie et politique. Et comme la géographie de l'Europe est différente de celle des États-Unis, il est logique que l'Europe dise « D'accord, en ce qui concerne notre géographie, nous devons d'abord travailler avec la Chine pour créer des emplois en Afrique, n'est-ce pas? Et ne pas se joindre aux États-Unis pour bloquer les investissements chinois en Afrique. Et d'une certaine manière, vous savez, Donald Trump devrait être considéré comme un cadeau pour l'Europe. Parce que Donald Trump dit « Ma mission n'est pas de rendre l'Europe à nouveau grande. Ma mission, c'est MAGA, rendre l'Amérique à nouveau grande. » Et donc l'Europe devrait dire « Très bien, si ta mission est de rendre l'Amérique à nouveau grande, notre mission est de rendre l'Europe à nouveau grande. » Par conséquent, les Européens
devraient adopter une approche plus pragmatique dans la manière dont ils gèrent leurs enjeux géopolitiques. Mais comme Henry Kissinger me l'a dit lors de notre dernier entretien en tête-à-tête, la qualité d'esprit des dirigeants européens a beaucoup diminué. Ils ne sont plus capables de s'engager dans une réflexion stratégique à long terme, comme pouvaient le faire les générations précédentes de dirigeants. Eh bien, les États-Unis ont également très bien réussi à établir ces liens transatlantiques et à encourager de nombreux dirigeants européens qui voient plus d'intérêt à poursuivre et à renforcer ces liens avec les États-Unis qu'à renforcer leur propre capacité nationale, ce qui est une tragédie. Mais laissons cela de côté. Pensez-vous que cela retrouvera un équilibre à long ou à court terme? Ou prévoyez-vous, surtout pour l'Europe, davantage de turbulences à venir? Vous savez, il y avait un célèbre homme d'État britannique, Lord Palmerston, je crois qu'il s'appelait ainsi, qui disait que les pays n'ont pas d'amis permanents, ni d'ennemis permanents. Ils n'ont que des intérêts permanents. Pendant la guerre froide, ce n'étaient pas les valeurs qui ont rapproché les États-Unis et l'Union européenne. Il y a eu une convergence d'intérêts. Les deux se sentaient également menacés par l'Union soviétique. Et ils se sont dit, d'accord, si nous avons un ennemi commun, nous coopérons, n'est-ce pas? L'Union soviétique se trouvait juste à la frontière de l'Europe. En fait, les chars soviétiques étaient très proches de l'Allemagne. Il était donc logique pour l'Allemagne de former une alliance étroite avec les États-Unis d'Amérique. Aujourd'hui, la Chine est à 12 000 kilomètres. Il y a un écart entre Bruxelles et Pékin de quoi? 12 000 kilomètres ou plus. La Chine n'est pas une menace pour l'Europe. Donc vous savez, dans ce cas, si vous voulez défendre vos propres intérêts, comme d'ailleurs Donald Trump, pour être juste envers lui, défend très bien les intérêts américains, n'est-ce pas? Il prend soin des intérêts américains. Alors je pense que l'Europe devrait aussi apprendre à défendre ses propres intérêts et à déterminer où ses intérêts convergent et où ils divergent. Parce qu'à long terme, les alliances géopolitiques ne reposent pas sur des valeurs. Elles reposent sur des intérêts, comme l'a dit Lord Palmerston. Et l'Union européenne doit procéder à une refonte stratégique complète et déterminer où se situent ses intérêts. Car sans cette refonte, vous savez, les Européens commettent des erreurs. Par exemple, Susan Glasser, journaliste pour The New Yorker, a récemment écrit que la politique européenne actuelle consiste à pratiquer une auto-abaissement stratégique. Ce sont ces mots. Auto-abaissement stratégique. Or, l'auto-abaissement stratégique signifie se soumettre servilement. Et on ne gagne jamais le respect de quiconque en se soumettant. Les Européens devront donc élaborer leur propre politique étrangère indépendante et ne pas compter sur d'autres pour protéger leurs intérêts. Vos propos, Monsieur l'ambassadeur, résonnent aux oreilles des Européens, ou du moins de l'Union européenne. Je dois faire très attention à votre emploi du temps, et je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler. Pour les personnes qui souhaitent vous suivre, existe-t-il un endroit où vous publiez régulièrement vos analyses? Eh bien, je veux dire, j'ai un site web, www.mahboubani.net, mais j'utilise aussi Twitter, Facebook, LinkedIn et Substack. Ils peuvent aller sur n'importe lequel de ces sites. Je mettrai les liens vers toutes ces ressources dans la description de cette vidéo ci-dessous. Monsieur l'ambassadeur Mahboubani, merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci infiniment. Thanks a lot.